Mais bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Je vais vous présenter en fait, je vais partir un peu dans les profondeurs du temps et vous parler en particulier d'une période assez énigmatique, qui est cette période donc autour de 700 000 ans, où il reste encore beaucoup de questions et qui pose aussi beaucoup d'interrogations sur la manière dont l'Europe, et en particulier l'Europe de l'Ouest, a été peuplée. Alors bien sûr, c'est des travaux que je ne mène pas seule. J'ai essayé de représenter donc les logos, un peu toutes les institutions, équipes ou universités avec qui je travaille, et donc qui permettent d'alimenter et donc d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de cette période. Alors bien évidemment, le peuplement européen est plus ancien, je vais vous le rappeler brièvement, mais aujourd'hui, donc j'ai choisi de m'intéresser à cette période, comme je vous disais, assez énigmatique. Il se passe quelque chose vers 700 000 ans en Europe, dont on connaît mal les tenants et les aboutissants, mais on commence tout doucement à avoir des réponses. Alors, bien sûr, quand on parle de cette période de 700 000 ans, on revient à ce terme de l'Acheléen. L'Acheléen, en fait, c'est un terme qui est apparu donc dans la vallée de la Somme. C'est un faubourg d'Amiens, Saint-Acheul, qui a permis, dès le XIXe siècle, de repérer la présence de ces grands outils d'une manière que je vous présente d'une manière peut-être un peu schématique. Donc, ces grands outils, le biface et le hachereau avec un tranchant transversal, dont on utilise un peu le terme actuellement de large cutting tools dans le monde anglo-saxon, qui permettent d'écrire donc ces grands outillages. Et donc, cet acheléen donc, a été décrit il y a très longtemps, et petit à petit, on a alimenté la connaissance sur cette tradition liée à ces grands outils, et on s'est aperçu aussi que cette tradition, elle était reliée à aussi d'autres types de comportements, par exemple la faculté de produire de très grands éclats par rapport aux populations, aux traditions antérieures, des façons de produire des éclats de manière plus complexe, de la gestion des territoires qui se modifient. Et donc, en fait, je vais avoir à vous parler lié à cette période de 700 000 ans, de ce qui se passe dans cet acheléen et qu'est-ce que signifie cet acheléen. Est-ce que c'est une seule tradition ou alors, en fait, est-ce que c'est quelque chose, un phénomène beaucoup plus complexe qu'on commence seulement à appréhender depuis quelques années ? Alors bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher quand même de vous rappeler que, comme je vous disais, l'Acheléen, Saint-Acheul, des grands personnages français qui sont à l'origine donc de la connaissance de cette période et de la préhistoire, Boucher de Perthes, l'abbé Breuil, Mortillet, et donc ces fameuses carrières de la vallée de la Somme qui ont livré donc ces premières séquences qui ont permis de mettre en avant ces pistes liées à cet Acheléen et dont je vais devoir vous parler pendant toute cette conférence, puisque cette période de 700 000 ans, elle est liée à ce qui se passe dans ce qu'on décrit l'Acheléen. Mais pour cela, je vais être obligée de repartir un peu en arrière, parce que l'Acheléen a beau avoir été décrit la première fois dans la vallée de la Somme au XIXe et début XXe, en fait, les recherches depuis ces périodes-là ont montré que les plus anciennes traces de ces grands outils, en particulier des bifaces, existent en Afrique. On a des traces, une première phase qui arrive autour de 1,9 million, 1,8 million, où on voit apparaître quelques sites, en Afrique de l'Est en particulier, qui montrent donc que des groupes humains sont capables, des groupes d'hominidés sont capables de travailler, donc de fabriquer ces grands outils symétriques, donc pour certains symétriques, ou ces grands hachereaux avec des tranchants transversaux, dont certains commencent tout doucement à être capables de produire également des grands éclats, même s'ils continuent à utiliser plutôt des galets pour fabriquer ces objets. Et puis, très vite, un certain nombre d'années, on s'est aperçu en fait qu'il y a une sortie d'Afrique assez rapide de ces groupes capables de fabriquer ces grands outillages avec ces compétences techniques liées à ces grands outillages, au Proche-Orient, avec le site d'Oubédia, qui est daté donc autour d'1,4 million, et également donc en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, pardon, où probablement lors de corridors verts dans le Sahara, il y a un peuplement autour d'1,3 million du nord de l'Afrique. Donc, une phase très ancienne, finalement, de cette capacité qui émerge au sein de groupes qu'on décrit comme oldowayens, c'est-à-dire des groupes humains d'hominidés qui ne sont pas capables de maîtriser cette fabrication de ces grands outils, mais dans lequel donc va émerger ces nouvelles aptitudes. Et puis, autour d'1 million d'années, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de saut technique qui se passe. Il y a beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de sites, alors qu'avant, quand même, le nombre de sites n'est pas très abondant. Et là, on voit des capacités beaucoup plus grandes, une standardisation beaucoup plus marquée de ces grands outillages. Également, la capacité d'utiliser des percuteurs tendres, ce qu'on appelle, pas que de la pierre pour tailler, mais également des percuteurs comme du bois ou de l'os, donc pour travailler et aménager de manière beaucoup plus fine ces matériaux, ces grands outils façonnés.
Et là aussi, on s'aperçoit qu'il y a d'autres sorties, probablement des multiples vagues, mais bien sûr, dans ces périodes très anciennes, il ne nous reste pas grand-chose en nombre de sites, contrairement aux périodes plus récentes, mais on a tout de même des témoignages d'autres vagues de sorties d'Afrique, par exemple un site au Levant, Gesher Benetiakov, autour de 800 000 ans, qui montre donc qu'on a des traditions africaines qui sortent au Proche-Orient, donc très très rapidement. Alors, qui les transporte, ça c'est difficile parce que on a beaucoup plus d'outillage et d'objets fabriqués par l'homme dans des matériaux non périssables qui nous arrivent, bien évidemment, parce que tout ce qui est périssable a disparu. Et on a très très peu de restes humains, donc il est très difficile de savoir exactement quels sont ces groupes humains et pour quelles raisons ils quittent l'Afrique très rapidement. En fait, cette faculté à fabriquer des grands outils quitte l'Afrique et donc vont se retrouver très rapidement au Proche-Orient. Donc pour l'instant, il y a différentes hypothèses, des raisons climatiques, des raisons démographiques, des raisons de compétition par rapport, par exemple, à certains grands carnivores, mais c'est sans doute multifactoriel et probablement des multiples vagues qui ont plus ou moins de succès et qui vont sortir d'Afrique très rapidement. Et donc, très très vite, on va s'apercevoir que cette sortie d'Afrique, elle va partir d'abord vers l'Asie. Les plus vieilles dates que l'on a montrent des dates en Inde. Je vous ai mis quelques sites, d'exemples de sites indiens. On a également des dates en Chine. Alors là, il y a la grande question de savoir est-ce qu'il y a vraiment l'arrivée de ces groupes hominidés qui sont capables de fabriquer ces grands outils? Est-ce que c'est vraiment l'arrivée ou une évolution locale? Donc il y a un grand débat actuellement. Mais la multiplication de la découverte de sites avec ces outillages en Chine commence tout doucement à remettre en cause cette idée d'une évolution locale et probablement des influences venant de l'extérieur. Mais il y a quand même plein de petites différences qu'on constate. Par exemple, en Inde, ces grands outillages sont plutôt faits sur des grands éclats, alors qu'en Chine, pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'ils utilisent les matériaux dont ils disposent localement, c'est-à-dire plutôt des galets, souvent épais et assez massifs. Mais tout ça pour vous dire que probablement, ces hominidés vont suivre des corridors de circulation un peu naturels qui va les conduire du Levant en allant tout doucement vers l'Asie, peut-être en suivant donc les côtes ou dans des zones favorables et qui vont accéder tout doucement à l'Asie. Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe? En Europe, la situation est assez différente. Et donc, pour cela, il faut que je revienne un petit peu dans des périodes plus anciennes que cette fameuse période énigmatique de 700 000 ans. On a pour l'instant des traces d'occupation très anciennes, entre 1,4 million et 1,2 million en Europe, alors que les plus vieilles traces d'occupation que l'on a du reste de l'Eurasie sont en Chine à plus de 2 millions d'années. Donc on a quand même une grande différence chronologique entre les dates que l'on a. Alors bien sûr, il y a toujours le problème de préservation des sites, est-ce qu'on a tout à disposition, mais il faut faire avec ce qu'on a. On a ce décalage chronologique pour les plus vieilles traces d'occupation. Et ces occupations, la majorité, alors je vous ai représenté que quelques exemples de ces sites, même s'il n'y en a pas énormément en quantité, mais la majorité de ces occupations sont plutôt dans le sud de l'Europe, c'est-à-dire dans des biotopes probablement proches de ce que les hominidés connaissent au Levant. Et on a peu de preuves d'occupation de zones plus septentrionales, et ces occupations de zones plus septentrionales, elles ont lieu surtout à la faveur de contextes plus favorables climatiquement. Alors pas forcément extrêmement tempérés. Par exemple, on a 2 sites dans le sud de l'Angleterre qui montrent des contextes plutôt continentaux, un peu comme le sud de la Scandinavie actuellement. Il y a des sapins, des forêts de sapins, de pins. Donc des contextes qui apparemment conviennent à ces hominidés, mais qui ne sont pas très vieux, puisqu'on a des traces entre 900 000 ans et 700 000 ans. Ces groupes qui occupent le sud de l'Angleterre n'ont pas encore de biface, en tout cas ils n'ont pas trouvé dans les 2 sites. Donc probablement des petites incursions, une extension des territoires lorsque les conditions climatiques le favorisent, le permettent, et lorsque les conditions deviennent plus rudes, un repli, alors soit un repli des groupes, soit une disparition progressive des groupes qui occupent ces zones peu favorables, et donc une concentration des occupations plutôt dans le sud. Alors ça ne veut pas dire que il y a simplement un ou quelques groupes humains qui vont arriver en Europe de l'Ouest. Probablement, c'est des multiples vagues de petits groupes avec plus ou moins de succès ou non de colonisation. Certains vont disparaître, peut-être d'autres vont perdurer. Et donc nous, on essaye au travers donc du matériel taillé, des outils, puisque c'est ça qui reste en majorité, qui témoigne de la présence humaine, d'essayer de comprendre dans quel contexte ces hominidés restent, acceptent certaines conditions climatiques et pourquoi ils ne restent pas dans certaines autres régions. Alors bien sûr, les restes fossiles sont extrêmement rares. Je vous en ai mis quelques exemples. Les plus célèbres ont été trouvés en Espagne, à Atapuerca.
Ils ont été attribués par les paléoanthropologues à ce qu'on appelle Homo antecessor. Alors, ils sont très énigmatiques, il y a très peu de restes, très fragmentés, des dents, et donc leur origine, pour l'instant, est assez énigmatique. Et ils attestent donc, bien sûr, de la présence de ces hominidés. Mais comme il y en a très peu, les seules solutions que l'on a pour comprendre ce qui se passe, c'est regarder au niveau des outillages, ou éventuellement des traces laissées sur la faune qui est consommée par ces hommes. Et bien sûr, je finirai par le site de Dmanisi, qui a été trouvé en Géorgie, qui est un site qui date d'1,8 million, qui est aux portes de l'Europe. Mais comme vous voyez, la date est quand même beaucoup plus ancienne et il semble que les hominidés se sont arrêtés vers 1,8 million aux portes de l'Europe, mais ne n'ont pas été beaucoup plus à l'ouest, comme une sorte de cul-de-sac sur lequel ils n'avancent pas. Et c'est plus tardivement qu'il va y avoir ces premières phases d'occupation. Alors, qu'est-ce qui se passe? On revient à cette période de 700 000 ans. À 700 000 ans, je vous ai abordé dès le début le problème de l'Acheléen. À 700 000 ans, on va voir arriver des sites dans lesquels on trouve ces grands outillages, c'est-à-dire des bifaces, des grandes pièces travaillées donc bifacialement, des hachereaux. Et donc, on va ne trouver ces objets que en Europe de l'Ouest. L'Europe centrale est absente de traces de ces traditions, de ces hominidés capables de fabriquer ces grands outils. Donc, une sorte de barrière, et cette barrière, elle est symbolisée par le Rhin. Alors, on ne sait pas pourquoi le Rhin est infranchissable, pourquoi des groupes humains ne vont pas chercher à passer ce Rhin pour s'installer en Europe centrale. Pour l'instant, les seules données que l'on a, c'est l'Europe de l'Ouest. On a pour l'instant surtout la présence de l'arrivée de ces nouvelles traditions. Alors, l'arrivée, est-ce que c'est une arrivée avec de nouveaux hominidés? Est-ce que c'est une évolution locale? Mais pour l'instant, on a vers 700 000 ans plusieurs sites qui nous attestent de traditions capables de fabriquer ces grands outils, associés à ces autres petits caractères dont je vous ai parlé au début, de gestion des territoires, capacité à fabriquer des éclats de manière plus compliquée. Donc, je schématise un peu en parlant surtout des grands outillages, parce que c'est un symbole, un témoin de ce changement dans les comportements techniques. Il y a un seul site qui est un peu plus ancien, qui a été trouvé en Espagne, qui est le site de la Boïla, qui est daté autour de 900 000 ans, dans lequel on a trouvé quelques objets bifaciaux, mais de manière très sommaire, fabriqués de manière très fruste, entre guillemets, très peu complexe. Et donc, ça pose la question, est-ce qu'il y a, à certains moments, des incursions un peu plus anciennes de groupes humains qui sont capables de fabriquer ces grands outillages, ou est-ce que c'est simplement une évolution ponctuelle locale qui va émerger dans certaines zones, comme à la Boïla, et ensuite disparaît, qui ne va pas donner quelque chose de nouveau, comme ce qui se passe en Afrique, puisqu'en Afrique, on voit émerger et ensuite une histoire avec des phases de transition. Et ce n'est que vers 700 000 ans qu'on va voir apparaître donc plusieurs sites dans lesquels on voit une maîtrise totale de la fabrication de ces grands outillages. Alors la question de savoir, comme je vous disais, est-ce que c'est une évolution locale dont on aurait très peu de traces, comme la Boïla? Mais le problème, c'est qu'on a une sorte de vide chronologique au niveau des sites, entre le site de la Boïla vers 900 000 ans et les sites de 700 000 ans, dans lequel on montre la capacité de gérer totalement la fabrication de ces objets bifaciaux, de ces objets en volume. Alors l'hypothèse qui a été donnée, c'est que ça pourrait être l'arrivée de nouveaux groupes humains qu'on a associés dans le terme de Homo heidelbergensis, mais probablement qui regroupent peut-être des types d'hominidés différents, qui vont arriver, d'où c'est la grosse question, et qui peut-être portent avec eux cette tradition nouvelle par rapport aux populations qui existent antérieurement en Europe. Alors là aussi, on peut l'hypothèse arrivée du Proche-Orient, arrivée d'Afrique du Nord, pourquoi pas, hein, l'idée du passage de Gibraltar est remis un petit peu à la mode, re-questionne, et donc se pose bien évidemment la question de cette émergence. Et je vais me focaliser ce soir sur 3 exemples de sites qui sont localisés dans 3 zones géographiques qui nous permettent de voir ce qui se passe à la fois dans le sud, qui va être le site de Notar Chirico en Italie, ce qui se passe dans ce qu'on appelle les biotopes milieux, donc autour du 45e parallèle nord, c'est-à-dire le centre de l'Europe en quelque sorte, qui est le site de la Noirin, un site français. Et je vais terminer sur un site qui montre des occupations beaucoup plus septentrionales, donc ce qui pose la question de la capacité de ces hominidés avec ces grands outils de s'adapter à des milieux pas forcément très favorables comme le sud, qui est le site de Moulin-Quignon dans la vallée de la Somme. Et donc ces 3 exemples de sites vont me permettre de discuter ça.
Et donc, en fait, avant d'aborder ces sites, ça pose la question de savoir pourquoi ce décalage de chronologie par rapport à l'Afrique. Je vous rappelle les dates que je vous ai données. Les plus vieux bifaces en Afrique, 1,9 million, 1,8 million. Une sortie vers le Proche-Orient d'1,4 million, donc très rapide. Et des vagues sont probablement successives. Pourquoi en Europe, on a cet énorme décalage chronologique, puisque les vrais bifaces avec une maîtrise totale ne sont pas présents avant 700 000 ans. Donc le décalage est encore plus grand par rapport à aux premières vagues de peuplement. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, 1,4 million, 1,2 million, 2,1 millions en Chine. Donc on a déjà un décalage chronologique assez marqué. Et là, il est encore plus marqué avec l'arrivée de ces nouvelles traditions, que ce soit une évolution locale ou non. Et donc ça pose la question de savoir, ce petit bout de l'Eurasie, qui est l'Europe de l'Ouest, est-il aux marges de l'œcumène, c'est-à-dire des zones capables d'être habitées par ces hominidés? Est-ce que c'est parce que ce sont des zones peu attractives, donc des raisons climatiques? Est-ce qu'elles sont inaccessibles? Est-ce que, par exemple, il y a des voies de circulation, des corridors qui sont plus ou moins peu accessibles, fermés selon les conditions climatiques, alors qu'il est plus facile de suivre des corridors de circulation avec la faune en allant vers l'Asie? Ou est-ce que peut-être leur aptitude technique sont insuffisantes pour peupler des zones qui sont peut-être peu favorables pour ces hominidés, alors qu'elles le sont au niveau du Proche-Orient ou de l'Asie. Alors voilà plein de scénarios qu'on peut tester. Comme je vous disais tout à l'heure, le passage par le Proche-Orient, avec peut-être des transformations et des adaptations locales. L'Asie, c'est la grosse question, parce qu'en Asie, ils arrivent avant. On a des dates entre 1 million et 800 000 ans, donc ils sont antérieurement en Asie, ces hominidés capables de fabriquer ces grands outillages. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu passer par l'Europe centrale, puisqu'ils n'ont pas pu utiliser des corridors latitudinaux est-ouest, puisque l'Europe centrale est dénuée de toute présence de ces grands outils. L'Europe centrale, en fait, appartient plutôt à un monde que l'on retrouve au Nord-Caucase et en Asie centrale, c'est-à-dire un monde complètement différent techniquement, qui est resté un peu à l'écart de cette histoire qui est liée à l'acheléen et donc à la fabrication de ces grands outils. Passage par Gibraltar, pourquoi pas, parce qu'il y a des évidences, quelques évidences de passage de faune, et bien sûr le profiter de certains moments de Sahara vert avec des corridors de possibilités de passage qui expliqueraient, comme je vous expliquais, qui expliquaient le peuplement vers 1,3 million de l'Afrique du Nord. Et puis bon, bien sûr le problème de l'évolution locale, mais pour l'instant on n'a vraiment aucun argument pour dire qu'il y a pu avoir une évolution locale par rapport aux données archéologiques dont on dispose. Alors le premier site, on part du sud et on va aller vers le nord progressivement. Le sud, donc, c'est la zone la plus favorable. Elle l'était déjà dans les premiers peuplements dès 1,2 million, 1,4 million. Donc le site de Neocarcherico est dans le sud de l'Italie. Il est dans une zone volcanique, comme une grande partie de l'Italie. Et là, je vous ai montré une photo qui vous montre une photo prise à partir du site d'un volcan, qui est le Monte Vulture, que vous voyez au loin. Et ce volcan, il est vraiment très précieux parce que ces éruptions, elles sont très bien connues, elles sont une très bonne signature volcanique, et ça nous permet donc de dater les différents niveaux d'occupation dans ce site, parce que régulièrement, il y a des éruptions. Les hommes s'installent dans ces bassins qui sont très riches parce qu'ils sont volcaniques. Il y a des plans d'eau, il y a beaucoup d'animaux, c'est très riche en biomasse. Et malgré ces éruptions répétitives, ils reviennent régulièrement. Et nous, grâce à ça, ça nous permet donc dater par les téphras, par les cendres volcaniques, de dater les occupations. Alors j'en profite de cette petite carte pour vous montrer également donc le site au centre de la France dont je vais vous parler tout à l'heure, quand je vais remonter, la Noira, et puis Moulins-Quignon, quand on va arriver au nord de la France. Donc là, on est vraiment dans des zones septentrionales pour nous, travaillant dans des périodes anciennes. Alors le site de Neocarcherico, il a été fouillé il y a une trentaine d'années par un professeur de l'Université de Rome, qui est Marcello Piperno, et qui avait déjà mis en évidence, et vous avez la photo qui est en haut à droite, il avait mis en évidence toute une série d'occupations qu'il a pu démontrer que les hominidés s'étaient installés au bord de lacs, donc sur des plages de galets, et ils ont profité probablement de la faune qui était soit tuée par des grands carnivores, soit morte naturellement, dont par exemple l'Elephas antiquus, un des plus grands éléphants ayant vécu en Europe. Vous avez par exemple la photo du milieu où vous avez un crâne et des défenses d'un de ces éléphants. Et donc les hommes se sont installés, ont profité des matières premières locales, sur place, des galets, il y a des galets de calcaire surtout, mais également d'autres matériaux, des petits nodules de silex, et donc ils sont venus régulièrement. Il a pu dater
c'est cette première phase de séquence entre 610 et 670 000 ans. Et ce qui était intéressant, c'est que parmi ces niveaux, plusieurs de ces niveaux d'occupation ont livré des bifaces. Et je vous ai mis donc quelques exemples. Il y en a un donc sur un galet de calcaire et l'autre sur un galet en matériaux siliceux, on va dire du silex. Et donc ça a posé plein de questions de savoir, est-ce qu'il y a une sorte de mixte entre des occupations qui perdurent avec des occupants des premières vagues de peuplement, et puis à certains moments, l'arrivée de groupes d'hominidés qui sont capables donc de fabriquer des choses différemment, et en particulier de ces grands outillages. Parmi ces occupations, il a eu la chance de trouver un reste humain, donc ce qui est quand même très très rare pour cette période de 600 000 ans, autour de 600 000 ans, puisque un des fameux restes qui avait été attribué à Homo heidelbergensis, c'est la mandibule de Maurer, qui avait été trouvée en Allemagne, que je vous avais montré tout à l'heure sur le plan. Et donc les restes sont très très peu nombreux, et donc il a trouvé dans un niveau un fémur humain, probablement d'un jeune adulte, avec une pathologie osseuse. Et donc l'étude est en cours pour essayer de retravailler et donc d'apporter des informations nouvelles sur ces restes humains. Sur ce reste humain. Il avait été trouvé au milieu des restes osseux d'animaux. Donc on ne sait pas trop comment il est arrivé là, quelle est son origine. Est-ce que c'est simplement un individu qui est mort et ses restes ont été dispersés? En tout cas, il a été retrouvé au milieu des restes de différents herbivores et d'Elephas antiquus. Et donc un des rares restes de 600 000 ans, mais qui ne nous amène pas énormément d'informations vu le nombre, l'unique reste qui était dans le site. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que Marcello Piperno, en fait, n'avait pas travaillé sur la base de la séquence. Il se doutait que dans ce site, il restait des niveaux beaucoup plus anciens. Et à partir de 2016, donc j'ai repris des fouilles dans ce site. Et donc j'ai ouvert une tranchée à l'extérieur du bâtiment, puisqu'actuellement toutes ces fouilles ont été préservées dans un musée avec une couverture, un bâtiment. Et donc mon objectif, c'était de voir un petit peu ce qui se passait au-delà de 670 000 ans, dans cette fameuse période clé, puisque autour de 700 000 ans arriveraient donc ces traditions nouvelles à biface. Et donc plusieurs niveaux ont pu être mis en évidence, tous avec du matériel archéologique. On a eu beaucoup de chance, des restes des outils taillés, des restes beaucoup de faune, même si la faune est mal préservée. Et vous avez un exemple, par exemple sur la photo, vous voyez un exemple de ces plages de galets dont il reste des résidus sur lesquels venaient s'installer ces hominidés au bord de ces plans d'eau, avec le volcan à l'horizon qui régulièrement crachait des éruptions, mais qui permettait donc d'entretenir une biomasse très abondante. Et donc, grâce à ce volcan, je vous ai donc remis la photo, on a pu dater différentes éruptions volcaniques et on a pu dater en fait des âges on a confirmé 670 000 ans et on a pu dater jusqu'à presque 700 000 ans la base de la séquence avec plein de phases d'occupation alternant entre les différentes éruptions volcaniques. Et donc là, je vais arriver à un terme un peu spécialisé que je vous ai marqué, MIS 17, MIS 16, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire stade isotopique 17 et stade isotopique 16. C'est-à-dire que maintenant, quand on veut replacer chronologiquement les sites de ces périodes-là, on les place par rapport aux courbes isotopiques. Et donc, quand on a 17, c'est qu'on est dans une phase plutôt tempérée. Et quand on a 16, un nombre pair, c'est qu'on est dans une phase plutôt froide. Donc, une alternance au cours du quaternaire de différentes périodes, avec bien sûr plein de petites variations à l'intérieur de chacun de ces stades. Et là, dans ce site, ce qui est particulièrement passionnant pour comprendre cette période, c'est qu'on a une phase tempérée et une phase plus froide conservées dans le même site. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer les stratégies de ces hominidés dans un contexte plus favorable, on va trier entre guillemets, tempéré, et dans un contexte plus frais. Et on s'aperçoit en fait que dans le sud de l'Europe, les variations climatiques entre phases plus tempérées et plus froides, elles ne sont pas énormes, et ce qui explique sans doute le fait que ces hominidés vont perdurer, les occupations vont perdurer, quelles que soient donc les conditions climatiques, parce que les variations, elles ne sont pas marquées, et elles vont être beaucoup plus marquées au fur et à mesure qu'on va monter en latitude. Donc ce site est pour moi un bijou pour comprendre et comparer les différentes stratégies d'occupation au sein de cette énorme séquence. Alors voilà quelques exemples à quoi ressemble cette fouille, ces plages de galets. Donc les hommes viennent s'installer au bord probablement d'un grand lac qui occupait ce bassin.
Alors, comme vous pouvez le voir, la faune, elle n'est pas magiquement bien conservée. On a du mal, par exemple, à voir s'il y a des traces de découpe, parce que les hommes profitaient de ces grandes carcasses d'animaux pour venir charogner et récupérer de la viande avec un accès rapide ou pas rapide, primaire, secondaire. Donc là, c'est assez difficile. Mais on a quand même beaucoup de matériel. Et par exemple, la photo du bas à droite, je vous montre un biface qui est en cours de dégagement. Donc, on a retrouvé des niveaux avec des bifaces. Donc, les traditions acheuléennes, si on reste avec ce terme assez générique, assez large, sont présentes. Ces hominidés sont capables de fabriquer ces grands outils. On trouve également des restes d'Elephas Par exemple, ça c'est dans un des niveaux les plus anciens, un reste de défense sans doute d'un grand mâle, vu la taille, et des fragments qui sont dispersés. On a rarement un squelette en place complet, parce que ça veut dire que les animaux venaient régulièrement boire au bord de l'eau. Ils mouraient soit par des raisons naturelles, soit tués par des carnivores. Et bien sûr, le piétinement régulier du passage des animaux faisait que les restes étaient dispersés, cassés, fragmentés. Et à certains moments, les hommes venaient pour récupérer de la viande, probablement sur un animal qui était qui venait de mourir, donc qui était encore assez frais. Alors, on a tenté justement on a tenté de savoir est-ce que c'était des passages, des multiples passages ou non, et probablement toute l'analyse spatiale que l'on a fait sur ces niveaux, là je vous ai montré le niveau le plus ancien de presque 700 000 ans, montre que probablement c'est des allées et venues très régulières de ces hominidés qui reviennent régulièrement, donc transmission de génération en génération, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver à la fois probablement de la faune, donc de la consommation de viande possible ou autre chose, et également des matières premières, donc ils viennent un peu comme une sorte de supermarché sur lequel on va pouvoir se servir et sur place retrouver des matériaux. Donc chaque niveau n'est pas une occupation, mais il faut s'imaginer que dans ces périodes très anciennes, on a probablement ce qu'on appelle des palimpsestes, c'est-à-dire des multiples occupations qui sont conservées, donc des phases, on parle plutôt de phases d'occupation et non pas de sol d'habitat, donc des phases successives qu'on va pouvoir comparer les unes par rapport aux autres et avec les stratégies que ces hominidés ont utilisées. Alors, comme je vous disais, malheureusement, la conservation n'est pas extraordinaire. On a du mal à voir des traces. On a plutôt des traces de piétinement, d'écrasement. Donc, ça confirme ce démantèlement de ces squelettes d'animaux au bord des lacs et que tout le monde vient piétiner les animaux successifs. Imaginez un Elephas antiquus, un mâle avait 4 mètres au garrot. Donc, ce sont des animaux énormes. Donc, vous imaginez quand ils venaient et qu'ils piétinaient les carcasses qui existaient d'avant, ça devait donc expliquer une certaine fragmentation des restes. Alors, je vous ai mis un exemple de ces éléphants. Et donc, on a donc beaucoup de ces traces de piétinement, de frottement. Ces restes osseux restent pas mal à l'air libre avant d'être enfouis progressivement, peut-être par des phases d'inondation, c'est-à-dire que le lac probablement bougeait au niveau de ses limites, et donc petit à petit, les choses se sont enfouies dans du sable, et qui a permis donc de retrouver ces phases d'occupation. On a eu de la chance aussi de trouver un reste de singe, de macaque, qui est un des plus anciens de l'Europe du Sud, qui a été daté dans un niveau de 680 000 ans, donc qui vivait en même temps que ces hominidés. On a continué à travailler, donc ce fameux crâne d'éléphant dont je vous montrais tout à l'heure, d'un des niveaux qui avait été fouillé par Marcello Piperno et qui avait été publié comme étant une zone de boucherie. On a essayé de retravailler pour essayer de savoir s'il y avait des traces. Là, par exemple, vous avez un plan où vous avez en rouge tout ce qui est os et tout ce qui est en bleu, tout ce qui est outillage qui a été trouvé autour. Par exemple, il y avait bien une bonne quinzaine de bifaces qui ont été trouvés autour, mais en fait, on s'est aperçu que probablement il y a plusieurs sous-niveaux et on est plus sûr que ces bifaces sont associés à ce crâne d'éléphant. Donc, pour vous montrer la complexité en fait de ces successions de phases d'occupation dans ces sites de cette époque-là et la difficulté d'identifier clairement un moment et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce que les hominidés ont fait comme activité dans le site à ce moment-là. Donc, pour l'instant, probablement un éléphant qui est mort sur place. Les hominidés, probablement, ne sont pas venus traiter la viande et récupérer la viande charognée sur cet éléphant.
Je vous ai mis quelques exemples pour vous montrer à quoi ressemblait le paysage. Ce paysage donc est qui devait être assez luxuriant, comme je vous disais, donc zone volcanique, avec beaucoup d'animaux qui vivaient là, et les hommes reviennent régulièrement pour profiter, charogners, après le passage des carnivores. Alors là, je ne peux pas vous dire, dans certains sites, il est possible de dire un accès assez rapide, plus ou moins primaire, mais nous, la préservation des zones n'est pas assez bonne pour pouvoir dire exactement à quel moment les hominidés viennent. Mais la question se pose de savoir, est-ce qu'ils viennent que pour la viande ? Parce qu'après tout, on pourrait se dire, ils viennent là parce que le lieu est favorable et on peut trouver d'autres choses que la viande. Pourquoi pas pour les matières premières, mais il y a de l'eau, il peut y avoir du bois, tout ce qu'on peut utiliser pour fabriquer des outils. Alors on a certains niveaux où on a très très peu d'occupation dans ce site, très très ponctuel, avec quelques restes, quelques objets. Et puis on a des occupations qui sont beaucoup plus riches. Par exemple, là, ces fameux outils bifaciaux qui sont travaillés. Là, c'est un des niveaux de 670 000 ans, qui sont à la fois soit sur du calcaire, soit sur des gros nodules de silex. On a aussi un niveau plus ancien dans lequel on a trouvé des outils aussi bifaciaux qui nous ont repoussé dans le temps l'âge de ces objets à plus de 680 000 ans. Et je voudrais juste attirer votre attention sur l'objet qui est le tout en haut, parce qu'en fait, cet objet montre qu'il y a eu un recyclage. C'est-à-dire que la base de cet objet, elle est très émoussée. On voit qu'il y a des enlèvements antérieurs. C'est-à-dire que l'objet a été fabriqué, abandonné. Il est resté assez longtemps en surface pour se transformer et s'émousser. Et ceux qui sont revenus après ont récupéré cet objet et ont refait des enlèvements pour le recycler. Et là, c'est la preuve qu'il y a des va-et-vient permanentes dans le site et on profite d'objets qui sont laissés sur place, donc un enfouissement très lent, et les hommes vont en profiter pour récupérer ces objets. Alors, ils n'ont pas fabriqué que des grands objets, ils ont fabriqué également des toutes petites choses, parce qu'en fait, sur place, il n'y avait que des tout petits nodules de silex. Alors, vous voyez un petit peu l'échelle. Il y a des choses qui mesurent entre 1 et 2, 3 cm. Et donc, ils ont directement récupéré ces petits nodules et ils les ont soit débités, taillés pour faire des microscopiques éclats. Donc, on se demande même comment ils pouvaient l'appréhension de ces objets, ou pour les retoucher directement. Donc, il y a une variété énorme. Donc, je voulais vous montrer sur cette diapositive une variété énorme qu'on trouve à peu près à tous les niveaux. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que le niveau de base le plus vieux, pour l'instant, on n'a pas trouvé de biface. Donc la question de savoir, c'est est-ce qu'on est face à des traditions différentes? Pourtant, les stratégies de gestion de ces petits nodules sont exactement les mêmes que des niveaux avec des bifaces. Donc pour l'instant, il faut continuer à travailler en détail et voir si on est face à des traditions différentes ou simplement à des moments, on n'a pas besoin de fabriquer des bifaces parce qu'on n'en a pas besoin ou parce que peut-être notre fouille, elle est trop petite et qu'on n'a pas trouvé le niveau, la surface assez grande pour trouver des bifaces. Comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'ils viennent uniquement pour trouver de la viande? On n'en sait rien, parce que les premières études tracéologiques qu'on a fait sur ces objets montrent en fait que probablement il y a une très grande variété d'activités qui ont eu lieu sur le site. Donc on serait plus en face d'un site domestique que d'un site de boucherie. On a des évidences sans doute de découpe de bois, de plantes, et également de boucherie. Donc peut-être un site qui est favorable, où les hommes reviennent régulièrement, parce qu'il y a de la viande, mais aussi d'autres ressources, et on est au bord de l'eau. Donc là, je vous ai résumé très rapidement le site. Donc avec ce fameux hiatus, donc 680 000 ans, on commence à voir apparaître ces traditions à bifaces. Est-ce qu'on a une rupture dans le site ou non? Donc ça, c'est l'avenir peut-être qui nous apportera des informations en augmentant notre corpus à l'intérieur de cette séquence qui, je vous rappelle, est vraiment très importante puisqu'on a à la fois une période tempérée et une période plus fraîche. Donc si j'en reviens à mes trois sites qui sont autour de 700 000 ans, donc Notarquirico, donc la Noira et Moulin-Quignon, donc ces sites, plus on va aller vers le nord. Et je vous ai montré également sur ce petit schéma des sites que l'on a après un peu plus tardifs qui montrent que ces hominidés qui sont capables de fabriquer s'installent bien en Europe. Ils sont là, ils sont présents. Alors la quantité, je suis incapable de le dire, c'est sans doute des petits groupes peu abondants, mais en tout cas, ils sont bien présents, ils ne quittent plus l'Europe et ils vont se développer jusqu'à 500 000 ans, dans lequel là où on voit un autre hiatus qui est l'émergence du monde néandertalien. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, si on monte vers des latitudes plus septentrionales, et donc je vais accélérer un petit peu parce que je vois que le temps qui passe, le problème, c'est que le feu n'est pas maîtrisé. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas la preuve du feu qui est maîtrisé. Donc, dans quel contexte ces hommes s'installent dans des zones plus septentrionales? Dans quel contexte climatique? Pourquoi ils s'y installent? Est-ce que c'est à la faveur de conditions climatiques un peu plus favorables? Et ça, c'est l'exemple du site de la Noira,
que l'on a fouillées en France. Là, on a eu la chance, on a ouvert 100 mètres carrés. Les hommes se sont installés également au bord d'une rivière. Et là aussi, ils étaient un peu comme le supermarché. Ils étaient installés sur des tablettes, des plaquettes de meulière, donc ils ont abondamment utilisé pour fabriquer leurs objets. Alors malheureusement, dans ce site, pas de restes osseux. Donc on n'a pas une idée du type d'espèces ou de ce qui aurait pu se passer sur ces espèces. Mais on a assez d'informations pour montrer que c'est un site où il s'est passé énormément de choses, avec une stratégie très diversifiée des activités. Ils n'ont pas fabriqué que des bifaces, mais ils ont également produit des éclats, des petits éclats, des grands éclats. Donc ils ont géré de manière très ordonnée, très organisée. Et par exemple, ils ont toujours fait très attention de ne jamais utiliser des plaquettes qui ont été gelées précédemment. Puisque là, on est au milieu de la France, donc dans un biotope qui est quand même transitionnel. Dans des périodes froides, ça devait être très difficile de survivre dans ces zones-là. Et donc, régulièrement, la matière première était gelée par ces glaciations successives. Et quand ils revenaient s'installer, ils ont fait très attention de sélectionner des plaquettes qui n'étaient pas gelées et sur lesquelles, donc, ils ont fabriqué toute une série d'outillages très diversifiés. Voici quelques exemples de ces bifaces qui montrent des points communs avec le site de Notarquirico, même si là, le fait de travailler du silex a fait que le façonnage est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus poussé, parce qu'il est plus facile de travailler de manière plus développée et plus fin du silex que, par exemple, des galettes calcaires. Là, on est dans un niveau qui date de 700 000 ans, donc on est proche du niveau de base de Notarquirico. On est toujours dans cette phase de temps entre 600 et 700 000 ans, dans lequel ces hominidés sont capables de fabriquer ce type d'objet. On a quelques exemples de ces outils avec un tranchant transversal, les hachereaux, dont même certains sont sur éclat. Alors ça, c'est très rare, parce que la plupart, c'est plutôt les hachereaux sur éclat, c'est plutôt un fait typique africain. On en trouve très rarement en Europe, mais là, on a quelques exemples de cette présence au milieu de la France. Là encore, comme à Notarquirico, la tracéologie montre que ce sont des activités domestiques variées. Donc on n'est probablement pas dans un site de boucherie, mais toujours ce type de localité qu'apprécient ces Homo heidelbergensis, au bord de rivières, là où il y a de la matière première, de l'eau et probablement de la faune. Travail du bois, des plantes, de la découpe en particulier. Les bifaces, on a pu démontrer également que les bifaces étaient sans doute des outils multifonctionnels, travaillant la viande, découpant les plantes. Et là, par exemple, vous avez quelques exemples de zones sur lesquelles on a trouvé des traces. Par exemple, le biface de gauche, c'est plutôt la pointe qui a travaillé les deux bords. Et la pièce du milieu, c'est plutôt l'extrémité et le côté. Donc des outils probablement multifonctionnels qui servaient à des activités variées sur des zones différentes de ces objets. Si on monte maintenant, on continue de monter vers le nord et qu'on va arriver tout doucement vers des zones qui sont à la limite, je reviens au terme de l'œcumène, c'est-à-dire des zones, est-ce qu'elles étaient habitables par ces hominidés à ces périodes-là? Je vous rappelle les sites d'Appisburg et de Packfield en Angleterre, 900 000, 700 000 ans, il n'y a pas de bifaces, mais les hommes sont présents dans des conditions continentales fraîches, pas forcément très tempérées, mais ils sont capables de s'adapter malgré le fait qu'on n'a aucune preuve de maîtrise du feu. Et dans la vallée de la Somme, donc à proximité du site d'Abbeville, on a eu la chance de retrouver un site qui avait disparu, qui avait été trouvé par Boucher de Perthes, donc qui datait du XIXe siècle, dans une haute terrasse de la vallée de la Somme, à proximité d'autres sites qui sont très célèbres pour nous, comme la carrière Carpentier, carrière Léon, qui sont des résidus de cette formation très, très haute de terrasses, qui sont maintenant au milieu de la ville d'Abbeville. Et donc, grâce à des reprises de ces coupes, on a d'abord retravaillé sur un de ces sites qu'on appelle la carrière Carpentier. Malheureusement, les préhistoriens de l'époque du XIXe siècle avaient dit qu'il y avait présence humaine, mais nous, on n'a pas pu retrouver la preuve de la présence humaine, mais on a pu dater ce niveau très blanc, autour de 600 000 ans, qui est un niveau très tempéré, qui est assez célèbre, qu'on appelle la Marne blanche, et on a pu mettre en évidence la présence de faune dans les graviers de base, qui nous a permis de redater cette formation. Mais ce qu'on voulait retrouver, c'était ce site de Moulin-Quignon dans lequel Boucher de Perthes avait dit qu'il y avait des bifaces. Et donc on a retravaillé sur les collections, grâce à plusieurs collègues, on a retravaillé sur les collections du muséum dans lequel Boucher de Perthes avait légué certains de ses objets.
On a même retrouvé des étiquettes avec son écriture. Et donc, on a pu mettre en évidence que probablement, c'était vraiment un site qui avait disparu de la mémoire collective parce qu'il y avait eu plein de controverses. On avait trouvé des restes humains qui, en fait, ont été démontrés que c'était des restes de sapiens, qui avaient été introduits par les ouvriers dans le site. Et ça avait complètement fait oublier ce site au cours du temps. Et grâce à une reprise des fouilles, donc on a fouillé au milieu des immeubles, grâce à la mairie d'Abbeville qui nous a autorisés à faire des fouilles. Et donc, on a pu retomber sur des parties de ces formations alluviales encore en place et qui nous ont livré du matériel. Et on a pu redater, connecter les différentes terrasses, les différentes formations entre elles, les redater autour donc de 670 000 ans. Donc là encore, on est dans cette fameuse période énigmatique, autour de 600, on va dire 650-700 000. Et donc, les fouilles nous ont permis de trouver du matériel en place, dont des bifaces. On a trouvé 5 bifaces, des éclats, des nucléus. Donc, on est vraiment en présence d'une occupation, de peut-être plusieurs occupations humaines, dans la vallée de la Somme. Et donc, les géologues qui travaillent donc sur ces séquences ont démontré qu'on n'était pas dans une période tempérée. Donc, on était dans une période plutôt froide. Donc ça veut dire que malgré le fait qu'il n'ait pas connaissance du feu, les hommes étaient capables, ces groupes humains avec ces traditions, étaient capables donc de s'adapter dans des périodes plutôt fraîches, sauf si la stratigraphie nous empêche de voir des micro-événements plus tempérés, plus favorables, qui permettraient des incursions ponctuelles, momentanées de ces groupes d'hominidés, qui donc extension des territoires et ensuite donc reflux lorsque les conditions sont trop difficiles. Mais là, la stratigraphie ne nous permet pas de mettre ça en évidence. Mais elle nous permet, grâce à la découverte, de travailler sur la manière de fabriquer ces objets et donc de voir qu'il y a beaucoup de points communs avec Notarquirico et la Noira. Alors, peut-être pas comme ça à première vue quand on regarde, mais il y a une adaptation aux matières premières. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus facile de travailler du silex que du calcaire, mais on a toujours les mêmes façons de gérer la matière première et de produire. Alors, on a eu les bifaces, on a également des éclats, des nucléus qui permettent de produire des éclats, où il y a une gestion assez simple des nodules de silex. Et de temps en temps, on a la preuve d'une complexité un peu plus grande du débitage. Alors là, ici, c'est un exemple d'un nucléus sur lequel ils ont travaillé plusieurs faces et qui leur a permis de s'extraire des contraintes de la matière première, c'est-à-dire de faire une productivité plus grande dans la production de ces éclats. Et ces petits exemples très ponctuels de cette complexité de débitage, on la retrouve un peu à Notarquirico, à la Noira également. Donc on rentre dans un même univers technique, même si les matières premières sont différentes et qu'on est dans des contextes climatiques assez différents. Alors ce qui est intéressant, et je vais assez vite conclure, ce qui est intéressant, donc comme je vous disais, probablement qu'il se passe quelque chose en Europe autour de 700 000 ans, on va dire entre 600 et 700 000 ans, des hominidés qui arrivent peut-être, qui ont des capacités techniques différentes, qui sont capables peut-être de s'adapter à des milieux plus contraignants, par exemple dans le nord de la France, mais également à la Noira. Par exemple, à la Noira, on sait qu'ils sont là quand qu'il commence à faire froid, et ils vont disparaître quand vraiment il fait trop froid. Mais ils sont capables de rester un petit peu lorsqu'il fait froid avant de disparaître, alors que dans le sud, comme vous montre Notarquirico, ils sont là quelles que soient les conditions climatiques parce que la variabilité est beaucoup moins grande. Ils ont des traits communs au niveau de la gestion, la fabrication de ces objets. On n'a pas de transition claire entre ce site espagnol et il y a une grande rupture chronologique. Et donc, on peut se demander, en fait, s'il n'y a pas une arrivée tardive de ces Homo heidelbergensis, toujours ce décalage chronologique par rapport au Levant et à l'Asie. Et pourquoi arrivent-ils à ce moment-là? Est-ce qu'ils arrivent dans des conditions un peu particulières? Est-ce que les conditions climatiques leur permettent d'arriver, puisque on est autour d'une très grosse glaciation qu'on attribue au stade isotopique 16, qui apparemment ne gêne pas ce peuplement, puisqu'à Notarquirico, ils sont présents au stade isotopique 17, donc dans une période tempérée antérieure. Ils sont aussi à la Noira, au stade isotopique 17, donc peut-être des petites incursions de ces groupes humains qui ont ces nouvelles capacités techniques et qui vont progressivement rester en Europe. Alors probablement des multiples vagues avec des succès, pas de succès de ces petits groupes, mais en tout cas à partir de 700 000 ans, ils arrivent. Et maintenant la grosse question c'est de savoir pourquoi ce décalage, pourquoi est-ce qu'il y a des routes non praticables, pourquoi l'Europe est moins favorable à l'arrivée de ces groupes humains alors qu'ils vont arriver beaucoup plus vite au Proche-Orient et en Asie. Et là je termine très rapidement avec ce schéma qui peut vous paraître un peu compliqué, qui est l'état des hypothèses actuelles, puisque malheureusement on travaille beaucoup sur des hypothèses, donc il y a plus de questions que de certitudes. Et donc,
origine de ces bifaces, qu'on regroupe toujours sur ce thème acheléen. Et là, vous avez bien vu qu'à l'intérieur de ce terme générique acheléen, il y a sans doute une grande variabilité de stratégies, mais qui ont toujours une base technique commune et qui vont s'adapter aux environnements et aux conditions minérales, géologiques dont ils disposent. Donc, arriver sans doute au Proche-Orient très vite, arriver en Afrique du Nord, évolution donc sur place, bien sûr en Afrique, et donc des sorties, sans doute des arrivées très tardives en Europe, arrivée déjà tardive avec les premiers peuplements, et donc arrivée sans doute très tardive autour de 700 000 ans, 600 000 ans. Et ensuite, ils vont s'adapter à l'Europe et trouver des caractéristiques, des spécificités qui vont être liées au contexte du continent européen et qui vont se différencier progressivement de ce qui se passe en Afrique. Voilà, j'ai terminé, excusez-moi, j'ai été un peu longue.